Donc, l'encaisse, comme je l'avais déjà dit, je crois, la dernière fois, juste à titre indicatif, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire l'encaisse? Pour vous, en tant que financier, comptable, etc., qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'encaisse? Donc, la définition de l'encaisse, comme j'ai dit, il est composé, l'encaisse composée par la petite caisse ou la caisse, le compte bancaire courant, compte bancaire épargne, compte bancaire en devise. OK? Généralement, on aura besoin de la petite caisse, généralement pour régler les sommes, les charges de faible montant et le chèque pour les autres charges des montants. Par exemple, on va, selon la politique de la compagnie, parfois on peut trouver dans une compagnie la politique d'achat. On dit que tout achat qui dépasse 500 $ doit être réglé par chèque ou par virement bancaire. D'accord? Donc, toute dépense dont le montant dépasse 500 $, ben, il va falloir la régler par chèque ou par virement bancaire ou par autre moyen, comme par exemple carte débit, carte crédit, etc. Mais ça revient toujours, c'est ça à travers la banque. Les montants moins de 500 ben, sont réglés par la petite caisse. D'autres, ils vont mettre 300 $, les autres, ils vont mettre 1000. Ça dépend de la nature des charges. Pour ce qui est quelques dépenses réglées par la petite caisse, on peut trouver par exemple les frais de bureau. Donc, les frais de bureau, c'est quoi? C'est les petits articles qui aident au bon fonctionnement du bureau. Ils ont donné quelques exemples comme papier, crayon, agrafes, chemises, cartonnées, chemises en plastique, les étiquettes, et aussi quelques nourritures comme les sandwichs, le lait, café, etc. Autre fourniture, des petits articles tels que la colle et les vis qui servent à la fabrication du produit. Ça, c'est pour les, si jamais vous avez quelques bricolage à faire ou de petits entretiens, vous avez besoin de petits outils. Donc, vous allez utiliser le compte autre fourniture. Entretien et réparation. Donc, entretien et réparation, nous avons, vous allez le voir dans le plan comptable, vous aurez entretien et réparation bâtiments locaux, entretien et réparation matériel roulant, entretien et réparation ameublement et agencement, et vous allez trouver autres entretien et réparation. Frais de livraison. Frais de livraison, c'est tous les frais qui s'appliquent à la livraison de marchandises au client. D'accord? Quand vous allez envoyer la marchandise, des produits, des articles au client, c'est ce qu'on appelle les frais de livraison. Mais si vous allez envoyer, par exemple, des colis, des documents juridiques, des documents comptables, à part la marchandise, ça entre dans la catégorie ce qu'on appelle les frais de courrier. Les frais de courrier, le compte, c'est 57,70. OK? 57,70. Frais de déplacement, c'est les frais quand vous allez vous déplacer, soit avec taxi, par exemple, ou bus, ou train, etc. Donc, c'est des frais qui doivent être normalement, surtout c'est des faibles montants. Et si vous achetez des tickets par mois, un lot de tickets avec grosse somme,
dans ce cas-là, il va falloir regarder la politique de l'entreprise. Est-ce que c'est payé par la petite caisse ou par chèque? La publicité. La publicité aussi, quand vous allez confectionner, préparer des cartes d'affaires, des catalogues de produits, des menus, etc. Tout ça, c'est les annonces dans les journaux, dans la télé, etc. Ça rentre dans annonces publicitaires. D'accord? Par exemple, vous allez payer la création d'un site Internet, ça rentre dans la publicité. Quand vous allez payer le nom de domaine, ce nom de domaine, par exemple, www.postcanada.ca, ça on l'appelle nom de domaine. Parfois, vous allez l'acquérir à vie, parfois, vous allez l'acheter. Pour l'hébergement, c'est-à-dire le contenu d'un site Internet, le contenu, accueil, service, etc., le contenu et les informations, les données de base se trouvent dans un grand serveur sur une entreprise qu'on appelle l'hébergeur. On héberge le site là-bas. Les paiements, les frais annuels, ça entre dans la publicité. Okay? Maintenant, retrait de propriétaires. Ce compte-là, il est très important et il faut faire très attention. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez du postulat comptable, la personnalité de l'entreprise. La personnalité de l'entreprise, ce postulat stipule qu'il faut séparer entre l'affaire de l'entreprise et l'affaire personnelle. Je ne peux pas, en tant que propriétaire, aller voyager, passer des vacances avec l'argent de l'entreprise. Je peux le faire, mais le montant ne doit pas être affecté dans un compte de l'entreprise. Ils ne doivent pas se trouver dans les livres comptables de l'entreprise, dans les états financiers de l'entreprise, dans les charges de l'entreprise. Par contre, je peux payer en tant que retrait. C'est comme si, par exemple, demain, je vais aller payer un billet de voyage aller-retour à Cuba. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre le chèque, je vais le libérer en mon nom, je fais sortir de l'argent. C'est comme un prêt que j'ai déjà donné à l'entreprise. Mais si sont, par exemple, je vais aller acheter une petite montre, par exemple, qui coûte $100 pour l'anniversaire par exemple, de mon fils, par exemple, je prends 100 de la caisse, je vais acheter un téléphone. Cette charge-là ne devra jamais, en principe et en vertu du postulat comptable, la personne de l'entreprise ne doit pas figurer dans la comptabilité. Elle doit figurer uniquement dans le compte retrait propriétaire, 3300. Je vais débiter retrait parce que normalement, il est toujours à créditer. Je vais créditer pardon, je vais le débiter parce que les autres ils sont accrédités au moment de l'apport ou investissement initial. Et une fois que je prends de l'argent, je dois débiter retrait et je crédite la petite caisse. Donc, l'argent, $100, est sorti de la petite caisse par le crédit, par le débit du compte 3300 retrait propriétaire. J'insiste beaucoup sur ce compte-là parce que dans les études de cas et dans les anciens examens et aussi votre prochain examen intra numéro 1, vous aurez à peu près 3 ou 4 transactions relatives au retrait des propriétaires et c'est très important de faire attention à ce compte-là. Okay? Avant de passer à la chose. Ici, on parle des provenances et des utilisations de l'encaisse. L'argent rentre, alors, par exemple, pour nous en tant que personne physique, d'où vient l'argent, avec quoi on vit, c'est soit les salaires, d'accord, soit comment dirais-je, des ventes qu'on va réaliser, etc. Donc, ça, c'est la provenance. D'où vient l'argent? Pour la banque, c'est les mouvements d'entrée d'argent soit
à des ventes, soit à des apports des propriétaires, si on parle de sociétés de personnes ou sociétés individuelles, ou bien les apports des actionnaires, si on parle de société par action. D'accord? Donc, soit c'est les clients qui vendent, soit c'est les actionnaires ou les propriétaires qui alimentent, qui aident, qui subventionnent un petit peu, soit l'État, parfois, il vous donne des subventions, soit des emprunts, vous allez contracter des emprunts, des prêts, soit des marges de crédit. D'accord? Marge de crédit, je ne vais pas détailler marge de crédit, mais je vais juste vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. J'ai $0 dans mon compte bancaire et j'ai besoin de payer mon personnel. Si j'ai un bon dossier avec ma banque va me dire, écoutez, je vais mettre à votre disposition $50 000 maximum par mois, d'accord? Et vous pouvez l'utiliser pour régler vos affaires au cas où vous n'avez pas d'argent dans votre compte. Mais il y a des intérêts qu'il faut payer, ce n'est pas gratuit. Aucune banque n'est généreuse. Donc, toutes les banques, elles ne font que massacrer les gens. D'accord? Donc, ils ont fait beaucoup d'argent juste avec l'argent des autres et aussi en leur soutiennant les intérêts, etc. Donc, ça, c'est une longue histoire. Maintenant, pour cet argent-là qu'on utilise, cet argent-là qu'on a, qui provient soit des ventes, soit des prêts des actionnaires ou apports des propriétaires, soit des emprunts, soit voilà, j'ai dit des ventes ou des subventions parfois. Donc, c'est l'argent qui rentre. Et on va les utiliser pour le financement de la vie courante de l'entreprise. D'accord? Donc, toute dépense, il a besoin d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'argent qui provient de différentes sources, on va les utiliser. Dans le passif, le bilan, vous avez toujours actif, passif, compte courant, capitaux propres. Le passif et capitaux propres constituent ce qu'on appelle les ressources, l'argent. OK? Ou bien, parfois on dit c'est la source qui a permis d'avoir l'actif. Ça, vous l'avez déjà vu en comptabilité 1. L'actif, c'est quoi? L'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède. C'est le patrimoine de l'entreprise. Et là, le compte bancaire, ça lui appartient. Le stock, les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles. Mais comment on a eu cet actif-là? Par exemple, le stock. Supposons qu'on n'a pas acheté de stock, mais il y a un fournisseur qui se trouve au passif courant qui nous a donné le stock là, en attendant le paiement après. La banque, il y a de l'argent de la banque. L'argent de la banque, il provient, par exemple, de prêts bancaires, prêts des actionnaires, apports des propriétaires. Nous avons les bâtiments, par exemple, un bâtiment, etc., emprunt, par exemple, hypothécaire de la banque, etc. D'accord? Donc, l'argent sera employé pour faire face et honorer les dépenses nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise, des affaires de l'entreprise. Cette partie-là concerne les budgets de l'encaisse, donc je ne vais pas en parler. Donc, les budgets, c'est les prévisions de l'encaisse. Budget de la trésorerie, vous avez dans une période, admettons un trimestre. Au début du trimestre, on a ce qu'on appelle un fonds initial ou bien un fonds de départ. On avait $1000. On a vendu. Donc, il y a entrée d'argent, chiffre d'affaires, moins les dépenses. Donc, j'ai un solde début, plus entrée d'argent, moins sortie d'argent, ça donne le solde fin de période. Donc, solde début de période,
Avant de recevoir votre salaire, vous aviez 1000 dollars dans votre poche. Vous avez reçu votre salaire de 5 000, donc vous avez 5 000, 6 000. Vous avez dépensé loyer, auto, école, etc. Vous avez dépensé, par exemple, 5 000. Ben, il vous reste 1000 dollars. Donc, solde début, 1000, plus entrée d'argent salaire, 5 000, c'est 6 000, moins 5 000 de dépenses égale 1000, qui est le solde fin de période. Le contrôle interne de l'encaisse. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le contrôle interne? Le mot contrôle interne, qu'est-ce que ça veut dire? Pour la partie encaisse et volet banque, si vous avez quelqu'un qui travaille dans le service financier, la banque, et celui qui valide le paiement par chèque, celui qui vérifie, celui qui fait la comptabilisation, il n'y a aucun contrôle, rien du tout, ben, vous aurez un petit problème. D'accord? Vous aurez un petit problème. Donc, il faut mettre en place des politiques, des procédures, des règles pour... Vous n'allez pas faire disparaître le risque, non. C'est juste pour le minimiser. Le risque, il est toujours là, il existe. Mais au lieu qu'on me vole un bœuf, avec les procédures, ils vont voler juste un œuf. OK? Au lieu de me voler 1000 dollars, ben, s'ils me volent 10 dollars, c'est pas bon, c'est pas méchant pour moi. Au moins, j'ai mis en place un dispositif des garde-fous, un système de verrouillage pour minimiser les risques. D'accord? Donc, la première chose, c'est qu'il faut que chaque paiement, soit par banque ou par la petite caisse, qui soit justifié. Vous n'allez pas me dire, j'ai payé telle somme d'argent et vous n'allez pas me montrer la pièce justificative. S'il n'y a pas de pièce justificative, eh ben, je pourrais mal interpréter votre attention. D'accord? Donc, s'il vous plaît, si vous allez saisir une sortie d'argent, un paiement par l'encaisse, banque ou la petite caisse, il faut justifier. OK? Autre chose, là, supposons vous avez une petite caisse, à chaque fois vous donnez la petite caisse à A puis à Z. Non, il faut nommer quelqu'un d'une manière permanente à ce qu'il soit la seule personne qui est chargée de la gestion de la petite caisse. D'accord? Sinon, vous ne pouvez pas, s'il y a un problème, vous ne pouvez pas repérer et localiser l'origine de l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent. Normalement, pour le stock, il y en a des entreprises qui font l'inventaire physique, ce qu'on appelle le dénombrement physique de stock. On va aller à l'entrepôt, là où il y a les articles, les produits, la marchandise, par exemple, et on va les compter. Quand on va terminer, ça c'est le comptage physique. On va appeler le gérant de stock, s'il vous plaît, imprimez-nous la situation de votre stock. Il va l'imprimer et on va comparer. Article A. Dans le stock, physiquement, 100 unités. La fiche de stock du système, 90. Ah, il y a un écart. OK. Article, admettons, matériel informatique. Clavier. On a trouvé 100 claviers. Monsieur, vous avez dans le système combien? 50 claviers? Ah, il y a un écart. OK. Écran, moniteur. On a trouvé 60. Combien vous avez, monsieur? J'ai 100. Vous avez 100. Nous avons trouvé 60. Il y a des écarts. Par exemple, disque dur, etc. Donc, on a fait un inventaire physique et on va le comparer avec ce qui est dans le système. Il faut que
le gérant de l'entrepôt, il faut qu'il nous explique ces écarts-là. Pourquoi il y a ces écarts-là? D'accord? Eh bien, c'est la même chose pour la petite caisse. À la fin de la journée, je me rappelle dans certains de mes clients, ils faisaient 2 fois l'inventaire ou bien le contrôle de la petite caisse, à 11h30 et à 5h. D'accord? À 11h30 au midi et à 4h30 ou 5h. Ils font 2 inventaires parce que 90% de leur vente, c'est espèces. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imprimer la situation de la petite caisse. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va compter l'argent. D'accord? Donc, je vais prendre la petite caisse et je vais commencer à compter l'argent. D'accord? En compter l'argent. Moi, j'ai trouvé, par exemple, je ne sais pas, $350. OK. L'argent qui est sorti, je dois avoir les justifs. Pourquoi? Parce que moi, j'ai trouvé 300 physiquement et le monsieur, la madame, il m'a donné dans son rapport qu'il reste, moi, j'ai trouvé 200, pardon, et la madame me dit qu'il y a juste 190. Donc, c'est à lui ou c'est à elle d'aller chercher à justifier cet écart-là. Peut-être il n'a pas saisi une dépense, peut-être qu'il a saisi une dépense, mais la paix justificative n'existe pas, ou bien l'inverse. Il y a la paix justificative, ou bien il n'a pas saisi. D'accord? Donc, ça, c'est un moyen très efficace pour contrôler la petite caisse. Ce n'est pas le caissier qui doit faire la petite caisse, c'est une autre personne, soit le comptable, soit le financier, soit le commercial. Au moins deux. Le gérant, le caissier ou la caissière et une autre personne. D'accord? Donc, l'inventaire physique de la petite caisse constitue un élément de détection. Vous savez, normalement, dans n'importe quelle activité, il faut instaurer, mettre en place 3 types de contrôle aux procédures. Contrôle de détection, contrôle de prévention, contrôle de détection et contrôle de correction. D'accord? Donc, procédure de protection, procédure de détection et procédure de correction. D'accord? La personne doit exiger, ben ça on parlait, exiger des procédures de correction sert à quoi? Donc ici, on parle de pièces justificatives. Vous pouvez pas éthiquement, moralement et conformément au PCGR, vous pouvez pas. Vous savez, l'objectivité. Vous vous rappelez le principe de l'objectivité? C'est ça le principe d'objectivité. Il y a d'autres principes que vous allez voir comment dirais-je, dans le cours de vérification. Un directeur responsable qui a beaucoup de choses à signer, c'est difficile de vérifier. Très difficile. Bah, ici, on parle de la petite caisse, on commence à vous expliquer. Vous voyez la photo, c'est pareil à ce que je vous ai montré. D'accord? Donc, c'est ça, la petite caisse. Donc, ça a acquitté, à honorer, à régler, à payer des charges dont le montant n'est pas élevé et qui doivent être payés au comptant. Mais il faut bien définir quel est le montant. Vous n'allez pas dire aux gens, bah, les faibles montants. Pour moi, par exemple, 800, c'est faible. Pour l'autre, non. Faible montant, c'est $50. L'autre, c'est 100. Donc, il faut bien déterminer, fixer le montant qu'on va considérer comme faible pour qu'on puisse le régler, régler sa facture par la petite caisse.
La création de la petite caisse et se fait, tout à l'heure je vous ai dit, donc je prends soit l'argent, soit le chèque. Donc, généralement, les gens, ils alimentent la caisse avec chèque ou carte débit. Je peux donner carte débit à la fille, il va aller à la banque, retirer 500 $. Bah, bien sûr, je vais créditer la banque et je vais débiter la banque et je vais créditer 3200 qui est le propriétaire. D'accord? Donc, si on parle de la création de la petite caisse, ça, je vous l'avais déjà expliqué au début. Le renflouement de la petite caisse, vous vous rappelez, c'est l'alimentation de la petite caisse. Quand vous allez me dire, j'ai dépensé, j'avais 500 $, j'ai dépensé 480, il vous reste 20, et que normalement, votre départ de chaque période, chaque mois, il faut démarrer le mois avec 500, ben, je dois vous donner l'équivalent des dépenses engagées par la petite caisse ou réglées par la petite caisse, 480. D'accord? Si vous aviez 100 et vous devez toujours avoir 100, à la fin, vous trouvez 73, ça veut dire que je dois vous donner la différence, c'est-à-dire 17 $. Ou bien l'inverse, vous avez 200 et vous avez trouvé que vous avez réglé les petits achats, le montant total, c'est 180 et il vous reste 20 $, donc je vais vous mettre un chèque de 180. Le montant de chèque égale le montant des dépenses. On va prendre une petite caisse, OK, et on va travailler le cas qui se trouve dans le manuel comptabilité 1 entre page 36 jusqu'à page 39 pour illustrer tout ce qu'on a expliqué, tout ce qu'on a vu ensemble.